Est-ce que vous seriez prêt ou prête à traverser la France depuis Sedan jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, dans le Pays Basque, à pied et avec un bébé de 3 mois et demi ? Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait mes invités du jour, Justine et Romain Bresse. Moi, je suis pas sûre que je l'aurais fait, mais c'est incroyable ce que eux ont réussi à réaliser. Une aventure de 1500 km avec un nourrisson, sans certitude, sans grand confort, avec pour seul cap d'avancer et de profiter. Alors pourquoi ce choix ? Romain et Justine prennent cette décision après un choc, la perte d'emploi, l'impression de s'enliser et de ne plus savoir dans quelle direction aller. Plutôt que de subir, ils choisissent de se mettre en mouvement, littéralement. Dans cet épisode, ils racontent ce que signifie vraiment partir avec un tout petit, l'hospitalité incroyable des gens qu'ils croisent partout sur ce chemin qu'on appelle la diagonale du vide. Et en traversant cette diagonale du vide, ils découvrent une autre réalité. Des villages désertés, mais une solidarité intacte qui rend ce voyage possible. C'est un épisode très fort qui interroge ce dont on a réellement besoin pour vivre et ce qui se passe quand on décide de tout remettre en mouvement, même avec un bébé dans les bras. Et c'est peut-être votre signe, ou le mien, de chausser vos baskets et de partir à l'aventure avec vos enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute et merci encore à Romain et à Justine pour leur enthousiasme, leur gentillesse et leur capacité à nous donner envie d'aller traverser cette diagonale du vide sans réfléchir aux conséquences. Voilà, c'est ça que ça m'a fait cet épisode. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémentine. C'est rare que j'ai 2 personnes en même temps, donc c'est super cool. J'adore avoir des couples, en plus ça change. Aujourd'hui, on va parler de votre livre, Une famille en chemin, la diagonale du vide. J'adore, si vous regardez sur YouTube la photo, déjà vous avez compris de quoi on va parler. Comment s'est passé ce chemin sur la diagonale du vide. Mais ma première question, c'est comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Sur les bancs de l'école, il y a plus d'une dizaine d'années, parce que notre relation a commencé il y a 10 ans. Et il faut ajouter de 5 ans de plus, on a usé nos jeans sur les mêmes bancs de l'école à Sciences Po Ex. Ah oui, donc c'est 15 ans que vous connaissez. Oui. Ouais. Et il a fallu 5 ans Ouais, pour vous mettre en couple. Voilà. Qui a ramé le plus. on est un peu lent, mais on voulait être sûr de notre choix. Donc c'est l'école et ensuite, je sais que vous avez fait, donc vous étiez à Aix, et vous êtes ensuite allés à Paris. C'est ça. Tous les deux pour travailler dans un secteur assez particulier, la défense Tout à fait. de la France, qui est un secteur en vogue en ce moment, Oui. particulièrement prégnant dans les médias. Et puis, vous avez décidé d'avoir un enfant qui s'appelle Omer, et il s'est passé quelque chose juste avant que tu accouches, qui n'est pas si simple pour vous, qui était votre déclic pour pouvoir partir. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui. Alors, tu commences ? Allez. En fait, oui, comme tu l'as très bien précisé, voilà, on vivait depuis 7 ans à Paris, en fait. On s'est installé à Paris en 2017 pour travailler en effet dans le secteur de la défense. Et tout se passait très bien. On avait des vies très traditionnelles, parisiennes très traditionnelles, très trépidantes. On venait de se marier. Justine était enceinte d'un petit garçon. Enfin, on ne savait pas à ce moment-là que c'était un petit garçon. Elle arrivait au terme de sa grossesse, tout allait bien. Et en décembre 2023... ce qu'on pourrait appeler une forme de coup du sort, s'abat un peu sur nous et en fait remet profondément en question nos carrières professionnelles et donc en fait toute la vie parisienne, nos vies parisiennes qui gravitaient autour de nos professions. Au moment même où finalement Justine arrivait donc au terme de sa grossesse, il se trouve que 2 semaines après ce coup du sort,
Un petit garçon est né, que nous avons prénommé Omer. En fait, voilà, ce coup du sort nous a mis dans une situation... voilà, on se posait beaucoup de questions. Plus rien ne nous retenait vraiment à Paris. L'humain nous avait aussi blessés quelque part. Et on aime beaucoup la randonnée. Donc on s'est dit qu'on allait mener toutes ces réflexions et aussi découvrir notre enfant qui venait de naître sur les routes, qu'on allait conjurer finalement le vide professionnel auquel on faisait face en traversant cette fameuse diagonale du vide, à pied donc pendant 4 mois. Alors en fait, c'est que ton travail, tu es licencié de ton travail du jour au lendemain et tu comprends pas tellement ce qui t'arrive. Et vous vous dites, au lieu de broyer du noir, autant en faire quelque chose d'une aventure incroyable. Et vous vous dites, pourquoi pas partir pendant plusieurs mois avec un tout petit bébé. Comment ça vient cette idée? Alors, auparavant, avant ce coup du sort, on marchait. Et c'est vrai que j'avais déjà une petite lubie. J'ai toujours été intéressée par la maternité, par la parentalité. Et dès qu'on avait un moment de libre, je demandais à Romain de me trouver les départements où il y avait une natalité en baisse pour pouvoir nous y rendre, découvrir les lieux, découvrir comment est-ce que, par exemple, on accouche dans ces départements-là. Donc auparavant, on avait déjà fait Lyon, on avait déjà fait la Nièvre. Donc finalement, lorsque ce coup du sort est arrivé, on s'est dit, on va finir le puzzle et puis on va aller dans tous ces départements où la natalité est en baisse, où il y a une dépopulation et qui est appelée la diagonale du vide. Alors, pas seulement par rapport à la dénatalité, mais aussi parce qu'il y a eu une désindustrialisation, il y a des fermetures, des fuites des services publics, fermetures des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, on s'est dit, on fait face au vide. En mathématiques, moins par moins, ça fait plus. Là, on a tout perdu, donc on n'a plus rien à perdre. On va s'abandonner à l'existence. On va aller marcher parce que se mettre en mouvement, ça fait du bien. Et puis, cette notion de diagonale du vide qu'on avait aussi d'ailleurs rencontrée sur les bancs de l'école, elle nous interpellait, elle nous fascinait parce qu'à la fois, on la trouvait peu flatteuse, il faut dire, parce que c'est quand même pas très sympa pour tous les habitants qui vivent dans cette diagonale du vide, un peu péjorative, voire méprisante, mais à la fois éminemment poétique. Parce que le vide, c'est ce qu'on peut remplir. De quoi on se remplit dans le vide? C'est une question à laquelle on a voulu répondre. Et sans vouloir tout déflorer ce que l'on raconte dans le livre, on s'est rempli de beaucoup de choses. Et osons les grands mots, de beaucoup d'amour. Alors attends, je reprends juste un truc. Tu avais une passion pour aller voir les départements où la natalité est en baisse et voir comment... Est-ce que tu peux m'expliquer juste d'où ça vient, ça? Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Une fois, on a eu un témoignage d'une femme qui nous avait raconté qu'elle avait dû prendre un hélicoptère pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Et à partir de là, j'ai été un petit peu fascinée par ces départements qui doivent se débrouiller quelque part avec ce qu'il y a. Alors, localement, la solidarité, la générosité, mais aussi parfois des infrastructures un peu absurdes, comme par exemple prendre l'hélicoptère pour aller accoucher parce que par la route, ça devient trop long, parce que toutes les maternités ferment. Et on s'est pris, quelque part, on s'est pris au jeu et on s'est pris d'amour pour tous ces petits terroirs, tous ces petits pays qui font aussi la France et qui sont très attachants. Ok. Non, mais j'adore, je trouve ça incroyable en fait. Chacun ses lubies. Voilà. Et donc toi, tu as dû suivre évidemment, Romain. Non, ça m'intéressait. Oui, c'était quelque chose. En fait, ça permettait aussi quand même la diagonale du vide de se replonger dans une France dont on parle peu, ou alors on en parle de manière assez. Par un prisme toujours, la diagonale du vide, en fait, vraiment, il faudrait l'appeler la diagonale de l'amour, cette diagonale, parce qu'en fait, c'est ce qu'on y a trouvé pendant ces 4 mois de marche avec Omer, qui a porté finalement aussi toute sa vie dans cette diagonale du vide, et on a vécu des moments, on a rencontré des octogénaires, vraiment des personnes âgées qui n'avaient pas vu de gamins depuis des années et qui nous demandaient, est-ce qu'on peut porter votre enfant
parce que les fils, maintenant, la famille a été éclatée, ou les enfants habitent très loin. Donc, voir aussi ces réalités d'une France qui a subi beaucoup de changements. On parle d'exode rural, et en fait, de voir justement, en effet, tous ces hameaux qui se sont vidés, les écoles qui ferment, les maternités qui ferment. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein. Il y a aussi plein de choses qui se passent, vraiment. Mais c'est des réalités qui nous importait de voir, et de les voir en effet avec Omer, parce que finalement nous-mêmes, on a découvert notre pays, et on se découvrait aussi comme parents, puisque c'est notre premier garçon. Il avait que 3 mois, premier enfant, pardon, et il avait que 3 mois quand on est parti le 1er avril de Sedan. Donc on se découvrait aussi, en même temps que notre pays, on se découvrait parents, avec cette toute petite vie qu'il fallait qu'on appréhende sur les routes. Alors, moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est que votre travail s'arrête, tu vas accoucher. La plupart des gens se seraient dit, bon, on va passer le congé parental tranquille, on va aller voir la famille, on va peut-être partir en vacances. Je connais pas grand monde qui se dit, tiens, si on allait faire 1500 km à pied avec un petit bébé de 3 mois pendant que mon périnée, il est pas encore nickel et que j'allaite et que c'est encore la fin de l'hiver, tu vois. Il y a quand même un paramètre qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette envie d'aller se challenger, parce que vous allez le raconter après, c'est pas si simple de voyager tout le temps avec un tout petit. Il y a plein d'adaptations à faire et ça laisse des bons souvenirs, j'imagine. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit avec un bébé, tu vois, qu'est-ce qui vous a motivé de vous dire on peut le faire avec un tout petit bébé? Alors déjà, 3 mois, ça laisse quand même le temps de faire la rééducation du périnée, donc ça c'est bien. Et j'avais eu le feu vert de ma sage-femme qui m'avait dit bon, achète-toi des bonnes chaussures, mais c'est bon, tu as mon blanc-seing. Donc on est parti quand même relativement serein. Je pense que si on était resté, on aurait peut-être pu tendre vers la dépression. L'arrêt était tellement brutal et choquant pour nous face à ces vies à 100 à l'heure qu'on avait, qu'il fallait, à notre sens, opposer cette situation-là au mouvement. Et comme on adorait déjà marcher, on connaissait aussi les vertus de la marche, qui sont des vertus thérapeutiques exceptionnelles. Et lorsqu'on fait face à un arrêt, lorsqu'on est freiné, le fait de mettre d'abord un pas devant l'autre, et puis un autre, et puis encore un autre, et puis finalement des milliers et des millions, ça met le corps en mouvement. Et puis c'est aussi prouvé pour le retour veineux, pour l'oxygénation du cerveau. Ça fait du bien corporellement, ça fait du bien intellectuellement, puisqu'on se déleste après quelques semaines de marche, après 3 semaines, 1 mois de marche, lorsque les semelles sont un peu déjà éculées. Eh bien, il y a un délestage matériel qui s'opère, mais aussi intellectuel. Tout ça, on l'avait touché du bout du doigt lors de nos précédentes escapades. Ça a été une sorte d'intuition, une envie de se mettre en mouvement et surtout de ne pas se laisser aller, de ne pas rester cloîtré dans 30 mètres carrés, mais au contraire de respirer. Et ça a été notre réponse, notre respiration face à ce qui nous arrivait. Alors, vous partez de Sedan, qui est à la frontière avec le Luxembourg. N'empêche, à chaque fois que je lisais votre livre, je revenais sur la carte en me disant, oh là là, je connais pas du tout le nom de ces villes dont vous parlez. Je le montre pour ceux qui regardent sur YouTube, parce que pour qu'on se rende compte de ce que c'est la diagonale du vide, mine de rien. Moi, je connais toutes les villes à partir de Brive. Donc, on est dans le sud-ouest, hein, donc forcément, tout ça m'a parlé. Mais alors, avant, vraiment, je disais, ok, donc ça existe. Et c'est hyper enrichissant à lire dans votre livre de se rendre compte des paysages qui passent déjà. Et donc, vous partez de Sedan en vous disant on va aller jusqu'au Pays Basque de l'autre côté, mais vous n'avez aucune idée de combien de temps ça va vous prendre. C'est ça ? Non. C'est vrai qu'on est parti, comme l'a très bien dit Justine, on avait un besoin de mouvement. Et on dit souvent, je vais faire un tour. Quand on a besoin de marcher, on se dit, une question à creuser, je vais faire un tour. Il fallait qu'on fasse un petit tour, nous aussi, en l'occurrence, pour mener nos raisonnements. On avait tracé un itinéraire approximatif pour avoir un fil rouge quand même, mais on savait absolument pas combien de temps ça allait nous prendre. On se laissait vraiment porter. Et l'important, on n'était pas dans une dynamique sportive non plus, hein. C'était pas l'objectif de faire tant de bornes chaque jour. C'était vraiment que notre psyché se soigne un peu en marchant. Et c'était un cheminement à réaliser.
Et il se trouve qu'on a mis 4 mois, en effet, du 1er avril au 1er août pour faire Sedan-Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça aurait pu prendre plus ou moins de temps. Voilà, on était parti vraiment sans date de fin, en fait. Sans pression, en fait. Du coup, c'était au rythme aussi de votre fils. Oui. Tout était fait pour son confort. Oui. Que ce soit pour le matériel. L'idée, c'était pas non plus qu'il reste toute la journée dans sa poussette. Donc là, 1550 km, ça fait du 12 km par jour, qui reste quand même raisonnable. Enfin, c'est pas énorme, c'est pas des étapes de 20-30 km. Ça nous faisait marcher un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Lui, il était dans sa grosse poussette et dans son hamac qui reproduisait parfaitement physiologiquement la position qu'il avait dans le ventre de sa mère. Et puis, oui, tout était fait pour Omer. Le massif central également qu'on a contourné parce que au départ, les oreilles des nourrissons sont pas suffisamment matures pour aller à une certaine altitude. Donc, on a essayé de faire au mieux pour que ce soit confortable pour lui. Puis on était aussi à ses côtés toute la journée pour le cajoler, le câliner, lui faire des bisous. Donc je pense qu'il a été plutôt gâté. C'est vrai que, Et puis il n'y avait pas que nous. Il était aussi gâté par tous nos hôtes. Mais c'est vrai que le point d'attention, ça a été peut-être le mode de transport. Donc en effet, on a choisi la poussette qui était une énorme poussette. On a choisi un modèle quand même très robuste et très étanche parce que on a eu quand même 3 mois de pluie aussi en marchant, et ça a été un outil remarquable qu'on a nommé aussi. On l'a appelé Nestor, la poussette. Voilà, on donne des noms aux poussettes. Mais il a vraiment fait partie à la fin de l'équipe parce que oui, c'est devenu un petit peu la maison d'Omer. Il avait tout dedans, ses petits jouets et tout ça, et il était surtout parfaitement protégé des éléments. On n'était pas tout seul, en effet, parce que nous partions le 1er avril, on se disait on va traverser la France en faisant ce qu'on sait faire, à savoir bivouaquer. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, on a passé 4 mois à être aidés par nos compatriotes, par les Français, qui du premier jour du départ à l'arrivée, en fait, nous ont ouvert un bout de leur salon, une chambre, les mères une salle communale, le curé son presbytère, pour qu'on dorme tout le temps en fait à l'abri des éléments. Et je pense que sans ça, on ne l'aurait pas fait, parce que ça nous a quand même déchargé de beaucoup de sujets vraiment logistiques, même si finalement marcher avec un bébé, c'est pas si dur que ça. Surtout quand il a 3 mois, en fait, ça se fait bien. On est d'accord. Voilà. Quand ça grandit, c'est autre chose. Ça devient un peu plus physique. Mais non, ça c'est voilà. On est très reconnaissant aussi à toutes ces personnes qui nous ont aidés et qui ont rendu la chose peut-être un peu plus facile. Alors moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est vrai, qui m'a frappé pendant la lecture du livre. C'est que, vous le dites au départ, vous avez donc cette carriole. J'ai la même, c'est une tulle pour celles et ceux qui écoutent. Elle est très connue sur le marché, mais elle est vraiment super. Et j'avais moi aussi ce petit hamac pour les tout petits bébés, c'est génial. Et c'est vrai que vous le dites, vous aviez quand même le matériel pour la tente, vous aviez prévu. Et en fait, tu expliques, c'est fou de se dire qu'on n'a plus ce réflexe-là, qu'en fait, tu appelles la mairie de la ville où vous allez arriver dans la journée pour demander est-ce qu'ils ont une salle pour s'abriter. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus ce réflexe, ne serait-ce que d'appeler une mairie pour savoir s'il y a quelque chose de disponible. Et tu es tombé à chaque fois, vous êtes tombé à chaque fois, soit sur des maires qui vous ont dit « mais attendez, je vous héberge chez moi » ou qui vous ont recommandé tout de suite quelqu'un. Et en fait, ça a été un effet boule de neige permanent où on vous recommandait au fur et à mesure dans les villes d'après. C'est ça. Et pour nous, en fait, même, on était vraiment très curieux des personnes qu'on pouvait rencontrer dans cette fameuse diagonale du vide. Donc, c'est vrai on posait aussi beaucoup de questions. On était vraiment très curieux des défis, des enjeux auxquels ils étaient confrontés. Mais c'est vrai que ça a démarré dès notre première étape à Bulson, donc vraiment à 12 km au sud de Sedan, où là, le maire nous a accueillis, nous a orientés, comme tu viens de le dire, chez des personnes qui étaient, chez des habitants du village qui étaient très curieux de notre démarche, qui voulaient vraiment nous accueillir et qui avaient ça en fait en eux, cet accueil, cette hospitalité qu'on retrouve en fait vraiment de manière très sincère en France. Et ça a commencé comme ça. Et puis alors oui, là, il y a eu une chaîne d'hospitalité pendant quelques jours. On nous envoie chez des amis ou chez de la famille. Et globalement, en effet, oui, on a
on a été porté comme ça pendant 4 mois de marche à travers la France. Et alors, il y a eu les maires, il y a eu les paroisses aussi, voilà, l'église, parce qu'il y a dans les villages, il y a la mairie, il y a l'église. Donc, on a fait fonctionner de vieux relais. Et on tenait à cette hospitalité gracieuse, vraiment le caractère gracieux. Bon, déjà pour laisser le choix aux personnes, hein, vraiment. Enfin, voilà, c'était sortir des canaux peut-être traditionnels qui fonctionnent très bien, qui sont très bien, mais des canaux où l'argent entre en jeu, d'établir une autre forme de relation. Donc c'est vrai que ça nous a fait vivre quelques expériences originales. Et je dis ça parce que ça m'a marqué, tu sais, aujourd'hui, dans la parentalité, la maternité, on dit qu'il faut un village pour élever les enfants, que le village, il n'existe plus, que c'est difficile. Mais j'ai aussi la sensation, avec un peu de recul maintenant, c'est qu'on a perdu l'habitude d'appeler le village, de solliciter le village, quelle que soit la forme que ça peut prendre, hein, la famille, les voisins, des étrangers. Et c'est vrai qu'en lisant votre livre, ça m'a vraiment marqué de dire, en fait, si c'est possible encore. C'est juste qu'on ne sait plus faire. On ne sait plus... Tu vois, ce réflexe d'appeler une mairie ou une église, quand je voyage à l'étranger, je peux l'avoir. En France, je l'aurais jamais. Oui. C'est très étonnant. On était nous-mêmes absolument surpris. Enfin, on pensait dormir dehors et on partait avec nos propres biais, dans le sens où, avec nos vies à 100 à l'heure à Paris, lorsqu'on partait habituellement, on randonnait, on bivouaquait. Et surtout, on voulait, pour le coup, faire le vide, n'avoir aucune sollicitation, rien du tout. On désirait ce silence parce que justement, on était trop sollicités à longueur de temps. Là, la démarche était tout autre. Parce que déjà, il y avait un tierce personnage avec nous dont il fallait quand même prendre compte. Donc ça a apporté quand même beaucoup plus de fragilité aussi à notre démarche. Enfin, fallait prendre compte de ce petit être vulnérable. Il a fallu qu'on apprenne à demander, ce qui n'est pas du tout une chose évidente et qui n'était plus pour nous naturel, parce qu'au début, c'est vrai qu'on est dans une posture où on a un peu honte, un peu peur, ne serait-ce que de toquer à la porte d'une personne pour lui dire « Bonjour, alors on est un petit peu trois vagabonds, est-ce que vous accepteriez de nous accueillir cette nuit ?» Ça peut sembler complètement incongru vu comme ça. Et puis finalement, ça nous est arrivé très peu de fois de toquer aux portes, parce que soit les gens viennent à nous, soit effectivement le maire nous a mis en relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on oublie ces relais, parce qu'on a... Il y a une certaine forme d'ancrage et de réel peut-être qui nous échappe un peu, parce qu'il y a tout un monde aussi parallèle avec les réseaux où on oublie qu'on peut avoir de vraies et véritables interactions sociales. Je dois avouer qu'on est devenu addict très rapidement à cette hospitalité, pour toute la surprise que ça générait. Et lorsqu'on est parti de Sedan, pendant 10 jours, il y a eu une chaîne comme ça qui nous a parfois même un petit peu échappé. On se retrouvait dans une maison, on savait plus très bien par qui, par quoi on était arrivé là. Mais on a tellement aimé cette hospitalité qu'on a souhaité justement aussi qu'on la recherchait et qu'on a souhaité la faire perdurer, si possible, tout au long de notre traversée de la France. L'hospitalité des gens, est-ce qu'elle est plus forte dans les terroirs reculés ? Est-ce que tu as cette sensation par rapport à quand tu es dans la ville ? Parce que c'est aussi comme ça qu'ils fonctionnent. Ils comptent un peu plus sur le village et l'entourage que sur les services publics, que sur le réseau d'une grande ville. Mais après, c'est sûr que voilà, la vie n'est pas la même non plus. Nous, les premiers, je ne sais pas si à Paris, avec les vies qu'on avait, j'ai la réponse, on n'était peut-être pas très ouverts à l'imprévu, ni à... Voilà, on était dans notre quotidien, parce que voilà, c'est quand même des vies très prenantes, la ville, il y a beaucoup de sollicitations, de bruit. Et la campagne, c'est un autre rythme. Il y a peut-être plus le temps, et donc la disposition finalement de prendre le temps de connaître, de comprendre aussi qui est cette famille qui arrive avec sa poussette, qu'est-ce qu'ils font, et d'être une certaine curiosité qu'on prend le temps en tout cas de laisser s'exprimer. Et en effet, à la campagne, on pallie peut-être aussi le manque de moyens de l'État, en fait, tout simplement, ou le manque de services publics. On le pallie comment ? En revenant de vieux liens. Donc, en effet, la famille,
le village, comme tu le disais, et voilà, les églises, la vie associative aussi, qui est exceptionnellement vivace, je trouve. Mais voilà, après, c'est difficile de comparer ville et campagne parce que c'est pas la même vie, c'est pas le même rythme. Et on traverse quand même des grandes villes, on traverse Brive notamment, et en fait on n'a pas eu de problème non plus pour trouver quelqu'un qui nous ouvrait à sa porte. Donc finalement c'est arriver finalement à retrouver la connexion avec l'humain, c'est-à-dire ne pas voir le citadin comme un Sims, mais vraiment comme on est finalement des plots en fait, ou des bouchons c'est Jean Lartégui qui à Paris parle des gens comme des bouchons qui flottent à Paris. Ben, voilà, c'est comme ça parce qu'on est dans notre quotidien. Arriver à ne plus voir des bouchons autour de nous, mais à avoir en fait un humain, à créer ce contact. Finalement, qu'on le fasse en ville ou à la campagne, une fois que cette connexion elle est créée, ben généralement ça se passe très bien. Et nous on a eu vraiment la chance de retrouver facilement, du moins, sur cette diagonale du vide, ce contact avec l'humain et de rencontrer vraiment des personnes plus que des individus. Et on était très bien aidés puisqu'on avait Omer qui était un formidable ambassadeur. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que aussi le fait d'avoir un bébé ouvre plus de portes parce que les gens ont moins peur, forcément, sont plus à même de se dire « Attends, on va pas laisser un nourrisson dehors ». C'est une bonne technique. On le mettait devant. Un petit hameçonnage. Ça a été notre moteur. Ça, c'est évident. Il y a certaines personnes qui nous ont dit que si on avait eu l'enfant ou pas, ils nous auraient accueillis quand même. Chez eux, c'était une disposition finalement à l'accueil. Alors, avec un bébé, tant mieux. Mais sans bébé, ils nous auraient pris quand même. Nous, on pense quand même qu'effectivement c'est très attendrissant et que les personnes ont certainement été touchées par le fait de voir une famille débarquer avec un nourrisson. Ça génère d'une part le dialogue, la conversation, le partage. Donc oui, ça a dû certainement jouer. Si là, il y a une famille qui nous écoute, qui se dit « Waouh, ça a l'air quand même incroyable ce qu'ils ont fait, ça me donne envie », ce serait quoi le premier conseil que vous donneriez pour préparer, ne serait-ce que matériellement, ce qu'il faut pour 2 adultes, parce que déjà juste pour vous quand même, et un enfant pour que ce soit viable de pas pousser 70 kilos, parce que quand même je crois que vous poussez 30-35 kilos chaque jour avec Nestor. Pardon, avec Nestor. Mais c'est Nestor. Vas-y. Non, conseil, c'est dit. Enfin, je sais pas si on peut donner beaucoup de conseils, mais mais disons que qui a déjà marché. Oui, il y a des règles de base. La marche, c'est vraiment prendre l'essentiel. On avait une chemise chacun. Enfin, on n'était pas parti pour. Il y a un délestage matériel déjà pour soi, voilà. En plus, nous, on partait aussi avec une dimension un peu d'ascèse, donc vraiment un simple réchaud. Puis on a mangé beaucoup de flocons d'avoine aussi le midi. Enfin, mais bon, ça c'est parce que nous on est un peu zinzin. Et en fait, ce que nous a appris Omer, parce qu'Omer nous a réappris à marcher aussi, forcément, c'est que finalement le bébé et la randonneur, c'est un peu la même personne. En ce sens où le bébé et le randonneur ont des besoins très primaires, donc très faciles à combler. Je m'explique. Avoir chaud, enfin être protégé des éléments, boire, manger, se reposer. Le randonneur est avancé chaque jour. Le randonneur et le bébé, c'est un peu, voilà, ça gravite autour de ça, ses besoins primaires, je dirais. Donc Omer, finalement, il était très bien protégé. Nous, voilà, vraiment, l'important, ça a été d'avoir une poussette étanche autant que possible. Donc voilà, en l'occurrence, un tulet excellent. Et là, il était protégé des éléments. La nourriture, il avait sa mère. Heureusement, l'allaitement s'est super bien passé. Enfin voilà, sa mère était là pour la popote. Voilà. Et en fait, le repos, ça, il n'y a pas de problème dans le hamac, dans le tulet, c'est remarquable. Et il avait besoin, quand même, un bébé, ça a besoin d'amour. Pour ça, il avait ses parents aussi avec lui. Donc, c'était assez simple. Et surtout, nous, c'est vrai qu'on vivait on était dans un appartement parisien et la naissance d'Omer approchant, on commençait à recevoir des présents déjà de la famille. Et nous, on était déjà relativement minimaliste dans nos affaires. Et là, on voyait s'empiler les piles de body, les cadeaux, les jeux. On se dit, mon Dieu, mais comment on va faire ?
Et on voyait vraiment nos 3-4 meubles être remplis déjà d'affaires pour bébé. Et en fait, là, en faisant le choix de partir sur les routes, on s'est rendu compte qu'avec 2 bodys et 3 pyjamas, plutôt 3 bodys et 2 pyjamas, pendant 4 mois, ça l'a fait en fait. Et que... Mais attends, il a grandi quand même, donc... Oui, mais alors, ça va vite à ces âges-là. On a sollicité nos parents qui étaient en base arrière, à qui on avait préparé des colis pour les bodys des 4 mois, les bodys des 5 mois, les bodys des 6 mois, les bodys de l'été, à manches courtes. Et en fait, nos parents nous envoyaient au besoin des colis au fil de l'eau, ou venaient nous rejoindre. Ils sont venus 2-3 fois marcher avec nous quelques jours. Et donc, ils étaient très impliqués aussi dans l'aventure en base arrière. Ah oui, donc non, mais c'est intéressant de comprendre ça. C'est-à-dire que vous partez tous les 3, mais vous avez quand même, ce que tu dis, une base arrière qui est là, qui peut subvenir aux quelques besoins qu'a quand même un tout petit bébé. Oui. Qui grandit beaucoup trop vite. C'est vrai que ces âges-là, ça change de taille toutes les 3 semaines. Oui. Pour pouvoir un peu faire changer une les rotation. vêtements. Tout à fait. Parce que tu vois, quand tu dis tu pars avec 2 bodys, 2 pyjamas, je me dis attends, parce que moi, quand elle faisait des cacas qui partent dans tous les sens là, ton body tu l'as tué pour la journée, donc faut le nettoyer. La lessive quand même, c'est un sacré truc. Il faut de la lessive à main. Voilà. Oui. Très important. Non, mais 3, c'est vrai que 3, ça permettait d'avoir un... 3, c'est le bon chiffre. Voilà, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des jours où on est là comme ça, où il en avait pulvérisé 2. Oui. Les 2 étaient en train de sécher, accrochés à nos sacs. Bon, il pleuvait, donc il séchait pas. Donc là, le dernier qui lui restait jusqu'au soir, on était là, Omer, là, tu le gardes propre, là. Tu lui les fesses. Ouais, c'est ça. Concentre-toi, là. Parce que quand même, tu vois, tout parent qui a eu un nourrisson se dit, la logistique des fois du linge, juste le nombre de body qu'il faut changer parce qu'il y a eu un caca qui a débordé, un pipi qui sort, un vomi une petite régurgitation. Au-delà du fait que tu allaites, donc vous n'avez pas toute la logistique biberon qui quand même aurait demandé d'acheter. Il y a les courses avec les couches, mine de rien, qu'il faut avoir. J'imagine, vous faites du ravitaillement. Alors, on a fait un ravitaillement couche. Le couche, c'est vrai que c'est un sujet parce que on avait fait pas mal de tests en amont de l'aventure pour savoir si on allait partir avec des couches lavables ou non. Alors, j'avais fait sécher dans la douche les couches humides. J'avais essayé de les laver avec de l'eau froide, de l'eau chaude. Bon, on n'a pas fonctionné avec des couches lavables pour plusieurs raisons. Et on a basculé sur les couches jetables, qui devenait également un sujet parce que dans le vide, on avait passé quelques coups de fil auparavant en appelant des pharmacies qui nous disaient non, on n'a pas de couches pour bébé, on a des couches pour personnes âgées, mais on ne vend pas de couches pour les commander des si vous nous dites quand vous arrivez. Donc c'est vrai que ça donnait lieu quand même à des fous rires avant de partir, de savoir que les couches, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Ça aurait été un peu grande. Donc il a quand même fallu s'organiser, où on faisait un ravitaillement couche, où le coffre de Nestor était bondé de kilos et de kilos de couches, parce qu'on savait que on allait rester pendant 2 semaines sans commerce de proximité, sans grande surface. Et donc, les couches, c'était quelque chose. Attends, parce que franchement, c'est un truc, je pense que j'aurais jamais pensé, tu vois, d'appeler des pharmacies en amont pour demander s'ils ont des couches. Tu te dis, c'est un truc de base qu'ils ont partout. Mais comme tu expliques qu'il y a une dénatalité et qu'il y a plus de personnes âgées ou que des gens n'ont pas vu de nourrisson depuis des années, c'est qu'en fait, il n'y a pas de besoin, donc ils en ont pas. Oh, ah non, mais là, tu viens de me... C'est vrai qu'on a appelé 2-3 fois. C'est des petites épiceries qui font tout, en fait, dans certains villages. Alors, des pots de pain. En fait, c'est l'épicerie, le bar qui fait aussi, relais colis, etc. Il fait tout. Et c'est vrai que 2-3 fois, on avait appelé. En plus, je me souviens, c'était un couple, celle à laquelle tu fais référence. Ah mais non, j'ai pas de couche. Et puis alors là, nos petites, c'est taille 3, vous, il est tout petit. Peut-être je peux vous en commander si vous arrivez dans 2-3 semaines. Et c'est vrai qu'ils avaient que des couches pour personnes âgées, quoi. Mais c'est drôle, c'est pour ça, c'est des réalités... Mais c'est hyper intéressant. Donc, prévoir les couches. En fonction du territoire où on va, il faut anticiper qu'en fait, il n'y a pas tout qui est adapté pour des parents et des nouveau-nés. Mais ça peut arriver de tomber en panne dans ces endroits-là, tu vois. Je sais pas, tu te dis, il n'y a pas des choses basiques qui sont accessibles pour nous partout.
Vraiment, les couches, tu rentres dans n'importe quelle pharmacie ou une petite supérette, il y en a un paquet que tu vas trouver. C'est intéressant, tu vois, tu vois, quand je vous demande le matériel, en fait, quand même, il y a une logistique que vous avez beaucoup anticipée en amont. On a C'est ça, je pense, tu vois, pour les gens qui au maximum. veulent... On a essayé de se faire le trajet, d'évaluer nos besoins. Je pense notamment je pense que c'est important de dire, la première année, le nourrisson, il voit souvent le médecin, notamment pour tout le schéma vaccinal, etc. Donc, il a fallu qu'on anticipe un minimum, parce que c'est aussi des déserts médicaux. Il n'y a pas de couche, mais il n'y a pas de médecin non plus. Et donc, il a fallu se rendre compte des villes dans lesquelles il y avait des médecins, anticiper les moments où on arriverait potentiellement dans ces villes-là pour 3 mois à l'avance prendre un rendez-vous avec un médecin. Donc, on avait quand même prévu, je sais plus, c'est 3-4... De rendez-vous, je crois. 2-3 rendez-vous médicaux en amont. Tu as la vaccination des 4 mois. Oui, c'est vrai. Oui, ça, on avait anticipé. Et donc, il faut que tu aies commandé le vaccin en amont, puisque forcément, s'il n'y a pas de nourrisson, ils n'ont pas à disposer dans les pharmacies le vaccin. Voilà, donc ça, c'était des choses quand même à prévoir. Donc, anticiper un minimum sur l'avancement, même si... Et savoir si on doit soit presser le pas ou soit, au contraire, ralentir. Mais sincèrement, on voudrait pas non plus faire peur, parce que là, on peut se dire, oh là là, les rendez-vous médicaux, en fait, à part le matériel qu'on a acheté en amont et ces rendez-vous médicaux auxquels on a pensé, en fait, c'est tout. Non, vraiment, mais c'est drôle, parce que je pense que c'est des choses perso. Les couches, alors les rendez-vous médicaux, oui, mais les couches, je n'aurais pas du tout tilté que c'était quelque chose à prévoir en amont, tu vois. Et le lait, si la mère n'allaite pas, c'est pareil. Le lait, à mon avis, c'est pareil. Et c'est vrai que nous, on n'a pas eu toute cette quincaillerie à porter et on ne s'est absolument pas préoccupé de ça. Parce que j'allaitais. Mais il y a quand même le sujet des abris aussi. Parce qu'il a plus de 3 mois sur 4. Et c'est vrai que quand on allaite, on se rend compte que on a besoin d'être à l'abri, d'être un minimum à l'aise. Mais là encore, on a pu compter sur un élan de solidarité exceptionnel. Et dès qu'il pleuvait et que Omer avait faim, on toquait chez des personnes qui... dans 100% des cas, nous ouvraient leurs portes pour me faire une petite place sur le canapé et puis pouvoir être en mesure de donner du lait à Omer. C'est génial, ça. Vous avez fait la diagonale du vide de l'allaitement, enfin, tu vois, le porte-à-porte de l'allaitement pour être à l'abri. C'est vrai que pour toutes celles qui ont déjà allaité, on peut un peu allaiter n'importe comment, mais il y a un moment, on a quand même besoin de se poser tranquille pour et que le bébé soit un peu au chaud aussi. Oui, c'est ça. Dans une pas qu'il lui pleuve agréable. Dessus. Bon. On peut, mais bon. Alors oui, ça, j'avais envie d'en vous en parler, parce que c'est vrai qu'en lisant le livre, je me disais, mais quand même, il pleut beaucoup dans ce qu'il raconte. Donc tu me dis 3 mois sur 4. Parce que ça, c'est quand même pas la même chose quand tu randonnes ou tu bivouacs ou tu marches tranquille quand les éléments naturels sont en ta faveur. Vous n'en avez pas eu marre à un moment ? De la pluie, hein, je parle pas de marcher, mais de la pluie. Oui, c'est vrai que le à quoi bon pouvait nous guetter tous les jours, de se lever, de remettre les ponchos et de se dire, mais finalement, pourquoi on s'inflige ça ? Pourquoi là, on se retrouve à encore marcher sous la pluie ? Quand est-ce que ça va finir ? Est-ce qu'on va finir ? Et puis finalement, il y a toujours quelque chose qui pousse à avancer. Il suffit de regarder. Enfin, il suffit. C'est pas non plus une chose évidente, mais de voir l'imprévu, d'être émerveillé par tout ce qui se passe. Éduquer finalement son regard à voir le beau, le bon. Et dans ce cas-là, vraiment, tout arrive. Et puis, il y a aussi cet inattendu. Il y a cet exemple-là où on arrive, il pleut. On nous dit qu'on va dormir dans un centre équestre au milieu des chevaux. Et puis, la monitrice nous propose d'aller faire une leçon d'équitation. Et nous, on était tout trempés, tout fatigué, et puis ça nous a redonné un coup de fouet parce qu'on ne s'attendait pas à d'un seul coup faire du cheval au milieu de nulle part et puis à prendre notre dose de merveilleux de la journée. Donc il y a toujours quelque chose qui soigne et qui fait du bien à l'âme. C'est vrai que pour ajouter à ce que tu dis, il y a Omer aussi, encore une fois, qui nous a peut-être réappris à marcher dans le sens où il nous a... Son regard de bébé, bon, c'est un bébé... très souriant
Et c'est vrai voilà, tout le faisait marrer. Donc finalement, moi par exemple, j'étais un peu anxieux du Morvan, je sais pas pourquoi. Donc on approchait le Morvan, je me disais oulala le Morvan, oulala le Morvan, oulala le Morvan. Mais voilà, les montagnes ça le faisait marrer, la pluie ça le faisait rire, il était très joyeux et donc finalement il nous ben voilà, de le voir comme ça, lui-même s'émerveiller ou en tout cas avoir son RBA de bébé, ça nous invitait aussi à pas un peu de nerfs. On l'a choisi aussi d'être dehors, d'aller marcher, de se confronter aux éléments. Bon ben maintenant, enfin c'est pas qu'on assume, mais on connaît les règles du jeu. Donc oui, ben même s'il pleut, non allez, soyons forts et on va y arriver. Et puis Homer, voilà, nous ramener toujours un petit éclat de vie, ouais, son éclat de vie qui faisait que l'étincelle reprenait, quoi. Est-ce que il y a eu un moment, au bout de peut-être quelques semaines, où vous vous êtes dit, ça y est, on a trouvé notre rythme, ou on a décroché aussi de notre vie parisienne, de cette vie où on nous dit toujours à 1000 à l'heure, on comprend tous et toutes, je pense. Tu vois, est-ce qu'il y a un moment, ça switch et ce rythme plus lent, plus simple aussi, commence à être la norme? Ou est-ce que ça se fait d'entrée quand vous commencez à marcher? Je pense que... T'allais dire quoi, Tout de toi? suite, hein. Oui, pareil. D'entrée de jeu. Ok. Je pense que c'est assez immédiat. Et d'ailleurs, il y a cette lenteur, évidemment. Donc le rythme change. Tout devient beaucoup plus lent parce qu'on est au rythme de la marche. Donc ça donne le temps de voir les paysages géographiques, évidemment, mais aussi de lire les paysages humains. Ça laisse le temps pour la rencontre. Et tout ça, c'est vraiment la marche qui le permet. Donc vous n'avez pas de temps d'adaptation sur une marche. Ça ne nous l'a pas fait. Vous basculez tout de suite en mode, ok, maintenant on est dans une autre partie de notre vie, une autre aventure. Et le délestage de toutes ces informations, ces notifications, cette vie à 100 à l'heure, c'est quelque chose dont on se détache finalement assez facilement. Nous, on partait avec plein de questions. Alors, on n'y a absolument pas répondu pendant tout le trajet et de manière assez surprenante peut-être, alors qu'on venait de perdre nos 2 emplois, qu'on ne savait pas ce qu'on allait offrir à notre enfant pour la suite, on ne savait pas où on allait vivre, on ne savait pas de quoi seraient fait nos vies après Saint-Jean-Pied-de-Port. On n'en a absolument pas du tout parlé. Et finalement, c'est, je crois... une semaine avant qu'on arrive, on sentait quand même la fin arriver. C'est là que les questions assez prosaïques, triviales, reviennent. Et là, on se dit, mais la parenthèse se clôt, se termine. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? Mais la marche nous fait nous élever et nous éloigner finalement des considérations qui, dans un quotidien effréné, ne nous lâchent pas. Parce que du coup, c'est comme si toute l'angoisse, le stress se lève quand on marche, quand on est dans le moment présent. C'est hyper banal de dire ça, j'ai l'impression, mais c'est vrai, c'est ce que ça fait, non, cette aventure? Oui, complètement. Enfin, il y a certains auteurs qui écrivent à juste titre, vraiment, que le voyage, c'est une fuite de soi-même. Mais je trouve que le quotidien, du moins tel qu'on le connaît, enfin, le quotidien qui était le nôtre, parce que voilà, je pense qu'il y a des personnes qui vivent leur quotidien de manière très, du moins autrement, mais nous, notre quotidien, c'était peut-être ça, la fuite. Notre quotidien nous empêchait de voir finalement un peu l'essentiel. Alors, comment on définit l'essentiel? C'est toujours compliqué. Mais en tout cas, voilà, notre quotidien dans cette traversée de la diagonale du vide et ce qu'on a essayé de retranscrire dans une famille en chemin, c'est que finalement, notre quotidien se résumait à une réalité si très, très simple, finalement. Justine, Homer, avancer, être là pour les personnes qui nous aidaient chaque jour. Et saisir tout ce que la beauté des paysages ce que les paysages avaient à nous dire, à nous raconter, en plus de l'humain. C'était ça, en fait, et rien de plus. Il n'y avait pas tous les sujets, enfin là, les bouchons, alors le plombier qui doit passer ou pas, je sais pas. Enfin bon, tout ce qui fait que le quotidien, c'est finalement beaucoup de choses à gérer. Et en fait, là, non, on est vraiment en contact avec l'essentiel. Et voilà, on peut aller très, très loin
surtout dans la marche avec la marche qui ne demande rien, en fait. C'est très démocratique. Il suffit de mettre des chaussures et de sortir et d'aller marcher dans la nature. C'est très... Dans un pays comme la France, c'est quand même assez remarquable comme activité. Donc, non, ça se fait très simplement et très naturellement, je pense aussi. Et tout est décuplé aussi dans ce qu'on ressent. Par exemple, lorsqu'on marche et qu'un hôte, au bout de 4 heures de marche, nous offre un café, ce café a le goût du meilleur champagne. C'est que toutes nos sensations, tout ce qu'on ressent est absolument décuplé parce que on avance avec ses propres jambes, parce que c'est des efforts que l'on produit et dont on est fier finalement. Et tout ça est, oui, très positif. Et simplement, je veux pas. Mais en plus, ça c'est clair. Ce qu'on retient, c'est que ces 4 mois, on les a vécus. Et je pense qu'on n'a jamais autant vécu. Ça a été vraiment 4 mois de vie, mais d'une intensité que seul le voyage, je pense, l'aventure, avec tout ce que ça comporte comme imprévu, comme difficulté, hein, bien sûr. Mais sinon, c'est peut-être pas forcément une aventure. Voilà, on a vécu. 4 mois, on a vécu. Il n'y a pas eu une minute qu'on a perdu en se disant, mince, alors, enfin, qu'est-ce que... Voilà, ça a été du temps consumé, non pas consumé justement, voilà, parti en cendres ou en fumée, ça a été vécu parce qu'à chaque fois, soit il fallait que je m'occupe de Justine devait s'occuper d'Omer, moi, enfin voilà, notre attention était portée vers quelque chose qui était important et vraiment important pour nous à l'instant T. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui restera aussi. Alors ça se fait pas gratuitement dans le sens où ça coûte aussi. C'est des expériences. Oui, il y a une part de difficulté. Il y a des moments où, voilà, en effet, quand on doit gérer un changement de couche sous la flotte, par exemple, où Homer a décidé de tout détruire dans son body et qu'en fait, il n'y a pas d'abri, bus, comment on fait pour le changer? Donc bon, on met un poncho sur machin. Enfin bon. Mais en fait, c'est des moments... c'est pas grave, en fait. On s'en sort très bien et ouais, on vit. Ça vous a appris quoi sur votre couple, là, tous les deux? Parce que là, c'est du H24, c'est dans des situations des fois un peu de stress, des fois incroyables. Ça a construit quoi de spécial entre vous deux? Moi, j'ai découvert mon mari, ça c'est clair. Je l'ai découvert différemment. Il y avait plein de nouvelles découvertes. Je le découvrais père, évidemment, mais il y avait aussi en toile de fond le licenciement. Donc je le découvrais aussi blessé. Et je le découvrais aussi blessé, mais en train de se reconstruire. On se découvrait parents. Et j'ai découvert... il n'a pas changé du jour au lendemain, hein, mais je me suis simplement dit, ça fait 10 ans, mais j'ai pas fini de faire le tour de mon mari. Et de me dire qu'on continue de découvrir, d'approfondir. Vraiment, on est vraiment vers la profondeur une personne au bout de tant d'années. J'ai trouvé ça personnellement très attendrissant, très encourageant aussi pour potentiellement les décennies qui arrivent devant nous. Donc ça a été ça a été touchant. Et pour toi, Romain? Pareil. non, pour développer un peu plus. Non, mais c'est vrai qu'on vit dans des... Voilà, c'est une autre façon de faire. Surtout, voilà, c'est vrai je pense qu'on a découvert... je pense, toute l'importance du couple. Enfin, moi, je sais que, indépendamment d'Homer, vraiment, la base, quand même, c'est le couple. Et je ne sais pas si seul, j'aurais pu le faire. C'est vraiment quelque chose qu'on a vécu ensemble, avec Homer, bien sûr, mais voilà, savoir qu'on peut compter aussi l'un sur l'autre et qu'on est finalement assez complémentaires. Donc moi, j'ai peut-être tendance à voir avant tout le verre à moitié vide. Et Justine, elle a toujours le verre à moitié plein. Bon, c'est pas, elle a toujours cette capacité à dire que ça ira mieux, même si c'est basé sur rien des fois, mais ça va aller. Et en fait, ça a fait que en fait, tout s'est quand même très bien passé et naturellement et à l'instinct. Et c'est vrai que depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est ensemble, donc depuis une dizaine d'années, on a toujours tout fait à l'instinct. Et cette décision, enfin à l'instinct, en tout cas naturellement, c'est pas poser trop de questions. Et là, on est parti traverser la France à pied avec un bébé de 3 mois sans se poser trop de questions non plus.
Et on a beaucoup écouté notre instinct. Donc, je dirais aussi que ces 4 mois ont révélé qu'il faut faire confiance à son instinct. Un petit peu. Je pense qu'on est devenu plus humain aussi avec cette marche. J'aime bien, moi, le concept de Nicolas Bouvier qui parle de porosité heureuse. Et moi, la porosité, ça me fait penser à la pierre ponce, celle avec laquelle on se gratte les pieds. Et j'avais l'impression que quand on est parti de Sedan, notre cœur, il ressemblait à ça parce qu'on avait quand même été bien blessés. Donc un cœur tout troué, tout abîmé. On savait pas tellement comment il allait évoluer. Et puis, il y a eu cette marche. Et arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, je me suis dit, en fait, chacune des personnes qu'on a rencontrées a comme déposé quelque chose dans toutes ces micro-villosités, ces anfractuosités. Et le cœur n'est pas redevenu lisse, réparé, parfait, non. Mais il est devenu nourri, plus humain, plus mature. Et je pense que ça, c'est une chose de notre... Au sujet de notre couple aussi, à mon avis, on est devenu plus humain. Tu sens aussi que vous êtes devenu plus humain? Tu le vois comme elle vient de le décrire de manière magnifique. Oui. En tout cas, on a rencontré des personnes qui sont devenues pour nous des exemples par la bonté et l'amour qu'ils ont su distribuer aux inconnus. Donc nous, en l'espèce, à ce couple et ce bébé qui venait toquer à leur porte le soir. Ces personnes-là qui font le bien en fait sans attendre rien du tout en retour. On sait en tout cas trouver quelques modèles comme ça, quelques exemples qu'on garde fortement en tête et qui, je pense, nous guident aussi au quotidien. Si vous deviez retenir une chose de toute cette aventure de ces 4 mois, c'était il y a 2 ans maintenant d'ailleurs, pile là dans quelques jours que vous partiez. C'était quoi a posteriori que vous retenez de ça? Moi, j'aimerais parler d'une anecdote pour illustrer ce que je vais dire. Je pense qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne pourra jamais tout contrôler, qu'on ne contrôle pas les personnes qui plantent des graines, ne contrôlent pas ce que ces graines font germer en nous. Et de la même manière, on ne contrôle pas ce que les graines que l'on dépose font germer chez d'autres personnes. Et pourquoi je dis ça? Parce que on s'est fait plein de copains sur cette diagonale du vide. Et dans le sud, on est devenus très amis avec une famille qui a 4 enfants, dont le plus jeune a une 20aine d'années. Donc, ils sont déjà relativement âgés. Omer est passé. Et puis, lorsqu'on est arrivé à Mauléon, puisqu'on s'est installé maintenant dans le Pays Basque, finalement pas très loin de là où on était passé, de là où vit cette famille, on s'est revus cet été. Et cette famille n'avait plus seulement 4 enfants, mais elle avait accueilli un enfant, un nourrisson, qui était qui était en difficulté. Ils nous ont avoué, lorsqu'on les a vus, que c'est le passage d'Omer entre leurs murs qui leur avait donné la force d'entamer les démarches pour faire ce qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps. Et je dis pas du tout ça pour nous encenser ou quoi que ce soit, c'est simplement parfois on a besoin de quelque chose. La vie fait que on rencontre une personne qui est en mesure de nous la donner. Là, en l'occurrence, ça a été le passage le dodo d'Omer dans leur lit bébé. Et on a trouvé ça extrêmement touchant et magnifique de voir ce lien finalement qui peut se créer et en dehors de tout ce qui est prévu, de tout ce qui est contrôlé. Et c'est toute la magie humaine. Et toi, si tu retiens une chose? Je pense que c'est l'élan de vie dont je parlais tout à l'heure. C'est 4 mois de vie intense, vraiment de vie vécue. Le souffle de vie, le souffle de petite vie aussi qu'on portait avec Omer, en fait. L'avoir fait avec un enfant, ça a peut-être ajouté, avec un bébé même, ça a peut-être ajouté justement à une autre dimension à cet élan, ce souffle profond de vitalité, de vie qu'on peut ressentir quand on est dehors, quand on voyage, quand on se confronte aux éléments, quand on se confronte à l'humain aussi.
quand on s'en remet à lui, et ben voilà, c'est vraiment ce sentiment de vivre de manière intensément. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au temps ? Parce que là, pendant 4 mois, vous vivez dans le moment présent, au jour le jour, avec la saisonnalité qui est hyper présente. Est-ce que quand on revient dans la vie de tous les jours, on garde quelque chose de ça ? Je donne la vraie réponse ou... Malheureusement, je trouve qu'on est vite happé de nouveau par le tourbillon du quotidien. Et on aimerait se dire qu'on peut tirer des leçons de ces 4 mois, parce que pendant ces 4 mois, là, c'est vrai, on vit pleinement. Mais une fois arrivé, petit à petit, très vite, très rapidement, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, on vit de nouveau un quotidien à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure. Alors, pour le rapport au temps, je ne sais pas si on a fait beaucoup de progrès depuis, mais en revanche, par rapport à l'humain, je pense que là, il y a des conclusions qui sont tirées où on fait beaucoup plus attention. Mais justement, en fait, de prendre le temps, d'accorder du temps à ceux qui nous sont chers, aux proches, à l'entourage, à nos amis. Mais après, pour tout ce que tu évoquais tout à l'heure avec les multiples activités, ça, je crois il faudrait qu'on reparte pour apprendre encore un peu plus et tirer d'autres leçons. Pour vous remettre dans le droit chemin. Le droit chemin. Ça me rassure de me dire que même vous, à Moléon, vous êtes occupé par le quotidien. On arrive à être occupé. Parce que vous n'êtes pas reparti vivre à Paris. Vous êtes allé quand même dans le Pays Basque où le temps est un peu plus lent aussi. Et toi, ça a changé quelque chose ? Enfin, tu as ce sentiment que ton rapport au temps, il y a un avant-après, ou pareil que Justine, tu t'es fait reprendre vite. On est repris. Enfin, après, c'est aussi nos tempéraments. On aime faire aussi beaucoup de choses, peut-être trop. Mais voilà, on est comme ça. Maintenant, il y a quand même, on se rend compte peut-être un peu plus de l'énorme richesse, la ressource la plus importante peut-être que c'est que le temps finalement. Donc, que l'accorder à quoi, à qui, comment, ça nous importe beaucoup. Après, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est aussi les paysages, les reliefs. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Et quand même, on vit en effet à Mauléon-Lichard, donc dans les piémonts pyrénéens, et vivre au pied des montagnes, c'est quand même une source de bien-être, je trouve, quasi immédiat. Et ça induit un certain rapport au temps, parce que finalement, non seulement avec les saisons, là, les sommets sont coiffés de neige. On sait que dans quelques semaines maintenant, ils seront verdoyants. Donc, saisonnalité, on y revient très facilement. Je veux dire, on voit à la campagne les saisons défiler. Et surtout, les montagnes ne passent pas. Donc, ça rappelle qu'il y a quelques petites choses intemporelles comme ça, que le temps ne peut pas émousser, ou du moins ne peut pas trop émousser trop vite. Donc, on reste comme ça, à la fois dans la saisonnalité, à la fois en lien quelque part avec quelque chose d'éternel, de transcendant, que sont les montagnes, tout ce qu'elles représentent. Donc, voilà. Pendant ces 1500 km, vous avez cheminé à travers tout type de temps, de température, de paysage aussi. Vous le décrivez très bien, qu'il y a une variété incroyable. Vous êtes arrivé donc après dans le sud-ouest. Est-ce que en marchant, vous vous êtes dit c'est là qu'on doit vivre en finale, notre destination finale, ça a déclenché quelque chose? Comment est-ce que ça s'est passé, le fait de ne pas retourner vous installer à Paris? Alors, Romain était déjà amoureux du Pays Basque depuis plusieurs années. Et moi, c'est une région que je découvrais, que j'ai effectivement trouvé magnifique, tant par les paysages que par les humains, l'architecture, etc. Mais on s'est pas arrêté tout de suite. On a fait un petit détour par le Caucase auparavant, on a traversé la Géorgie puis l'Arménie. Et c'est vrai que ce sont nos formations professionnelles, puisqu'on se reforme, on se reconvertit désormais. On s'est un petit peu stabilisé ces quelques derniers mois. Et c'est un petit peu alors le hasard qui nous a menés à Mauléon, finalement, à combien de kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port? Dans la vallée parallèle. Dans la vallée d'à côté, voilà. Dans la vallée d'à côté. Donc, on aurait pu, c'est vrai, déjà déposer Nestor et nos valises 2 ans plus tôt, mais voilà. Parfois, on a besoin de faire le tour du monde aussi, comme Ulysse, pour revenir à la maison. Et là, je crois que
Je disais à Romain la semaine dernière, pour la première fois, j'ai pas envie de partir. Et je pense que c'est un bon début de réponse pour me dire ou nous dire qu'on est peut-être bien là où on est. Enfin. Tu disais juste au début de l'épisode que si vous n'étiez pas partis faire ce voyage à pied, c'était potentiellement la dépression qui vous guettait tous les deux. Au bout de 4 mois, en santé mentale, vous étiez comment ? Alors, c'est vrai que je parlais de dépression. Nous, on a fait face à une décision qui est incomprise et qui l'est toujours. On a été licenciés sans explication. Et à partir de là, peuvent naître toutes sortes d'émotions. D'abord, l'incompréhension, la colère, la rancœur, l'injustice. Bon, des émotions extrêmement négatives. Et on n'avait pas envie de baigner là-dedans. Et pendant 4 mois... on n'a pas vécu ces émotions-là. Il n'y avait pas la place pour la tristesse. Au contraire, c'était beaucoup de joie et encore une fois d'amour. Et donc, je pense que même si le processus de guérison sera évidemment beaucoup plus long, parce qu'on ne guérit pas en 4 mois d'une certaine forme de deuil, je pense que ces 4 mois nous ont réconciliés avec l'essentiel, c'est-à-dire avec l'être humain. Et alors même que ce drôle d'animal qu'est l'être humain nous a bien mis à terre et bien amoché, eh bien, on se rendait compte que c'était aussi lui qui finalement nous tendait la main tous les jours, nous sauvait, nous réparait. Quelque part, ça a été 4 mois accélérés. Voilà, on s'est réconcilié avec l'être humain de manière accélérée en 4 mois, mais ça a été une preuve formidable qu'il y a aussi du bon et surtout du bon chez l'homme. Pour toi, Romain, ça a été comment à la fin de ces 4 mois ? Tu t'es senti plus apaisé, moins en colère, ou c'était derrière toi, finalement ? Je crois que c'est Sylvain Tesson qui, après sa chute, il a traversé les chemins noirs parce qu'il voulait pas que sa blessure ou ce qu'il avait pu vivre soit déterminant, définisse son identité. Nous, je pense que ça a été un petit peu la même démarche, à savoir qu'on venait de se prendre une claque et on n'a pas voulu trop rester dans l'environnement dans lequel c'était arrivé. Finalement, cette marche à travers la France, ça a été un peu notre pas de côté, notre fuite. Dire, allez, ça c'est bon, on a compris, laissez-nous un peu tranquille vivre nos délires, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, vivre notre histoire de famille naissante ensemble à travers la France. Et donc, non, le mouvement, en fait, a tout de suite, je dirais, renvoyer très loin les questions qu'on pouvait avoir, les questionnements dans lesquels on aurait pu macérer si on était resté sédentaire en se disant ah, mince, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est des questions qui nous ont toujours, qui nous tracassent toujours de temps à autre, hein, parce que moi, ce secteur, c'était ma passion, ça l'est toujours, donc ce serait facile de dire non, mais j'y pense plus. Mais comme l'a dit Justine, en effet, voilà, c'est cet amour qu'on nous a donné d'une manière encore une fois gracieuse, inattendue et vraiment sans rien attendre en retour, qui nous a profondément, touchés et fait penser à autre chose. Et puis en fait, c'est peut-être un peu simple et facile ce que je veux dire, mais quand on traverse, tous les jours, on est en fait occupé qu'à être là pour sa femme et son fils, qu'on est en train de traverser un pays aussi beau que la France, même si c'est sous la pluie, il reste quand même très beau. Et que finalement, on rencontre tous les jours des personnes avec des dessins de vie quand même assez exceptionnels aussi. Cette diagonale du vide, elle est emplie de trésors. Et ça peut qu'aller mieux quand même, ça peut qu'aller bien. En tant que parent, d'avoir eu ces 4 mois intenses avec votre fils, ça a généré quoi comme lien ? Comment tu le vois maintenant qu'il est un peu plus grand, d'avoir pu profiter de ces mois-là ? C'était comme un cadeau. Et bon, l'homme est peuplé de contradictions. Et lorsque Romain était rentré du travail et qu'il m'annonçait son licenciement, c'était évidemment de l'incompréhension, de la tristesse et de la colère. Mais je me rappelle aussi d'une petite flamme
qui m'a saisie sur l'instant avant de questionner le tout, de soulagement, parce que j'étais sur le point d'accoucher, de feuilles blanches, d'un espoir de vivre une autre vie, enfin, la vie peut-être qu'on avait envie de vivre. Et donc, j'ai aussi perçu ce coup du sort comme une occasion, une chance de ne pas être séparée de mon enfant si vite. Alors même que j'avais cette angoisse parce que j'étais sur le point d'accoucher, je me disais, oui, je vais devoir le faire garder, soit à la crèche, soit par une nounou, soit par... Et en fait, ça a repoussé, je pense, ces questions-là, et ça a été très précieux de passer ces 4 mois pleins à la fois avec Romain et puis avec Omer. Est-ce que quand vous êtes rentrés, du coup, tu t'es dit, maintenant, il faut qu'on le fasse garder, ou au contraire, vous avez dit, on va prolonger cette aventure? Ça s'est passé comment, le retour? Alors, ce qui a surtout tout dicté, c'est le début de nos formations. On a commencé à peu près à la même date, en septembre dernier. Et là, il a fallu quand même nous résoudre à le faire garder parce que sinon, on n'aurait jamais pu se former respectivement dans nos nouvelles professions. Mais on a gardé Omer plus de 2 ans. Et je pense que c'est assez exceptionnel. Oui. Et toi, Romain, parce que nous, quand on allaite, on crée un lien très fort avec le bébé très vite. On a du temps. On est aussi, en tant que femme, on est conditionné à se dire on va de toute façon avoir 3 mois avec bébé, ce qui n'est pas votre cas, vous les pères. Ça fait très peu de temps que vous avez 1 mois. T'as pas construit toute ta vie d'adulte en te disant je vais avoir du temps avec mon bébé, je vais m'arrêter, je vais prendre ce temps. Là, il a été offert. Comment est-ce que tu l'as vécu de pouvoir créer ce lien aussi fort avec lui pendant autant de temps? Alors que c'est pas une norme. Clairement, ce que tu as fait, il y a très peu de pères qui ont accès à ça. Je l'ai vécu de manière très primaire, à savoir que je devais pousser les choses lourdes pour permettre à Justine d'être en forme pour l'allaitement. Non, je rigole. Mais c'était... je me suis rendu compte du privilège, bien sûr, que c'était. Surtout d'être là aussi vraiment pour mon épouse qui... pour l'aider au mieux à se remettre de son accouchement et puis à appréhender aussi ensemble cette nouvelle vie et à l'appréhender donc dans un état nomade qui est peut-être qui vient aussi avec son lot de défis. Donc non, je suis pour le coup très reconnaissant d'avoir eu cette opportunité d'être là, d'être vraiment là, d'être présent et d'aider sur des choses. Alors je sais pas maintenant en termes de lien, il était tout petit. Maintenant qu'il commence à parler, que je peux lui montrer des choses, la relation aussi s'enrichit forcément. Là, un tout petit bébé, mais j'ai le sentiment, en tout cas, je suis content d'avoir pu être là, et d'être là vraiment au sens, être présent pour lui, pour Justine, et de les soutenir autant que possible, et de voir aussi tous ces... C'est bête, mais la première fois qu'il se retourne, c'est des petits moments comme ça, c'est tout bête, les premiers bains, première fois qu'on le met dans l'eau, qu'il nage plutôt, ou qu'il tente de nager. C'est clair que c'est un certain luxe. Parce que tu vois, dans notre société moderne, beaucoup de choses reposent sur les épaules de la maman, parce que vous n'êtes pas assez présent, parce que vous n'avez pas l'occasion de l'être juste à cause de la loi. Et ça crée beaucoup de difficultés dans les couples, beaucoup de ressentiments, beaucoup de décalage entre ce que vit une maman avec le bébé et ce que vit le père en dehors du foyer. Toi, tu as eu, comme tu dis, le privilège, le luxe d'avoir fait une triade pendant des mois et des mois, ce que je rappelle encore une fois, c'est extraordinaire. Il y a peu de gens qui ont accès à ça. Mais peut-être que tu n'as pas le recul et que tu ne te rends pas compte parce que tu n'as qu'un enfant et que c'est ta normalité. Mais tu n'as pas la sensation que ça a fait que c'est quelque chose qui était normal, naturel, et où tu n'as rien raté et où être un père qui est là, c'est la base. Alors que ce n'est pas la réalité de tout le monde. Oui, bien sûr. Non, ça, c'est clair. C'est clair. Parce que on voit le quotidien. Je veux dire... Je vois très bien le quotidien de mon père, par exemple. Je vois quel est le mien aujourd'hui aussi. Maintenant qu'on a des activités
qui font qu'on n'est plus avec Homer. Bien sûr, c'est des moments très précieux qui ne sont pas forcément, c'est clair, dans l'air du temps. Maintenant, on savait que c'était aussi une parenthèse, qu'on ne se destinait peut-être pas à une vie faite uniquement de nomadisme. Mais en tout cas, je pense que c'est un chapitre de notre vie qu'on a rouvert d'ailleurs, puisqu'on est reparti traverser le Caucase à pied, comme l'a dit Justine. Voilà, ces périodes où quand même on est ensemble, on vit les choses ensemble, on se rend bien compte de leur valeur, parce qu'on sait justement aussi quels sont des chapitres assez exceptionnels, courts, mais aussi très intenses à l'existence. Moi, j'étais très contente que Romain puisse finalement observer Homer tout le temps, pendant 2 ans. Parce que effectivement, tu parlais des ressentiments. Romain m'a beaucoup aidée pendant 2 ans. Enfin, dès qu'il pouvait en fait faire quelque chose, notamment pendant l'allaitement, il le faisait au niveau de la cuisine, au niveau des courses, au niveau du ménage. Enfin, vraiment tout ce qu'il pouvait faire et qu'il ne pouvait pas faire concernant par exemple la nourriture, ça a donné lieu à une j'allais dire partage, mais j'estime que tu as fait vraiment beaucoup plus. Il y a eu toute cette partie-là très logistique, mais il y a eu aussi toute la partie avec le bébé, avec les difficultés aussi que ça peut représenter parfois, les pleurs, les cris, le manque de sommeil, etc. Je suis vraiment contente et reconnaissante qu'on ait vécu ensemble ces difficultés, parce que les mamans qui gardent leur enfant et qui racontent après coup à leur conjoint ou à leur mari que ça peut être difficile, c'est une chose, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Et là, on a tout vécu ensemble, tous les 2 et tous les 3, pendant 2 ans. Je pense que c'était une bonne école. Voilà. C'est pour ça que je souligne ça, mais je pense que comme c'est ta normalité, tu te rends pas compte, pour toi, Romain, que la plupart des pères reviennent à la maison, ou des deuxièmes parents, en écoutant ce qui s'est passé, mais en n'ayant pas vécu réellement les difficultés. Et donc, il y a un décalage qui se crée forcément que vous n'avez pas du tout vécu. C'est une évidence. Pour terminer, c'est quoi les prochaines aventures ? Est-ce que c'est faire le tour des Pyrénées depuis Moléon ? Je te laisse. Alors, pour s'entraîner, il faudrait qu'on fasse ça. On a parlé de nos 10 ans de vie commune avec Romain, et avec toutes ces péripéties, on n'est jamais parti en lune de miel. Et en fait, on aimerait partir. Vous voyez le fleuve Amour qui fait la frontière entre la Chine et la Russie. Fait environ 4000 km. Je voudrais que la tête de Romain. Il te fait non. Et on aimerait se poster chacun aux 2 extrémités de ce fleuve et marcher l'un vers l'autre comme 2 amants éperdument et fous amoureux l'un de l'autre pour finalement se retrouver. Parce qu'il s'agirait quand même pas de se louper et de se manquer, mais bien de se retrouver. Et puis de questionner, parce qu'on aime bien, alors déjà on aime bien questionner, on a toujours beaucoup de questions, mais aussi pourquoi pas associer un récit littéraire à la vie de couple, parce que ce fleuve, il est plein de méandres, il est plein de lacets, et il y a ses hauts, il y a les bas, il y a les platitudes de la vie de couple et de la vie d'ailleurs en général, et qui serait peut-être un bon terrain de jeu pour écrire un nouveau livre aussi sur l'amour, et puis pour fêter notre lune de miel. Alors attends, voilà. Ça a l'air incroyable, mais on est d'accord, ce serait sans Homer. Ce serait sans Homer. Parce que là, oui, on peut pas faire garde partagée où il y en a un qui a trois. Non. Voilà. Et ça prend combien de temps ? Il doit faire plus de 4000 km. Oui, non, attends, c'est 2000 km. Donc, 2000 chacun. C'est pour ça qu'on scinde aussi en 2 pour pas non plus partir 6 mois. Semaines. Après, moi, j'ai une alternative. C'est pas le fleuve Amour, c'est l'Adour. Il y a une lettre qui change. Une lettre qui change, mais géopolitiquement aussi, ça serait peut-être plus facile en ce moment. Alors, l'Adour, tu peux partir de chez toi à pied déjà. Oui. Y aller. Et géopolitiquement, tu seras moins coincé à la frontière. Peut-être entre les Landais et les... On sait pas. On sait pas, oui, c'est vrai. L'Adour est un fleuve, pour ceux qui nous écoutent, qui est vers... Pas un fleuve, pas un fleuve d'ailleurs, c'est une rivière, vers chez nous. Oui. Qui traverse le sud-ouest. Mais attends, parce que du coup, ce serait pas tout de suite. T'attends que Homer soit un peu plus grand ou...
Alors, nos 10 ans, c'est l'année prochaine, en 2027. Maintenant... Il y a de la préparation physique, oui. parce Justine n'a pas mentionné les moustiques comme ça, dans cette région aussi. Donc non, il y aurait beaucoup de préparation, même physique, d'aguerrissement, parce que c'est pas... Et vous seriez OK de laisser Omer pendant plusieurs semaines pour faire ensemble ce périple ? C'est pour ça qu'il faut qu'on s'entraîne pour être en mesure de faire plus rapidement au moins du 40 km par jour minimum. Sur 2000 km. Ouais. Non, je suis nulle en maths, mais je vois déjà que c'est quand même beaucoup. Pour pas partir trop longtemps. Et il y aurait aussi, moi en tout cas, il faudrait que je me muscle mentalement, parce que j'ai tendance à toujours imaginer que tout le monde est gentil. Je suis un peu naïve. Et il faut pas l'être. Il faut être. Surtout quand tu es une femme et que tu. Oui, tout à fait. Donc il y a une préparation mentale aussi. Alors, par contre, si vous le faites, vous venez refaire un épisode sur l'amour, là, parce que sur l'amour peut-être pas, sur l'amour. Dans 2 ans. OK. Avec grand plaisir. Pour les 9 ans alors. Mais merci beaucoup, c'était passionnant. Merci infiniment, Clément. J'espère sincèrement que vous avez donné envie. Moi, vous m'avez donné envie. Après, mon mari va être plus dur à convaincre. Et on en a 3, donc c'est encore plus dur. Il y a que 2 places dans la tuile. Ah bah oui, non, mais il en faut une deuxième. Non, mais elles sont grandes, elles devraient marcher. Maintenant, elles marchent quand même. Mais c'est ce que tu me disais aussi quand on a préparé cette interview, c'est qu'on peut faire juste des 2-3 jours. On peut juste commencer tout petit. On n'est pas obligé de partir 4 mois, traverser la France. Mais ça donne... cette sensation que c'est pas si complexe, en fait. Non, c'est ça que vous nous dites, que c'est faisable, qu'on peut voir le verre à moitié plein complètement dans ce genre d'aventure. Il faut se lancer. Et il faut se lancer. Oui. Parce que quand on t'écoute, on dirait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais si, quand même. Non, mais faut... Puis voilà, il faut prendre la décision et puis y aller, quoi. Le plus dur, c'est de se lancer. Mm-hmm. Et après, toute la force, le courage... vient avec nous. Vient tout seul. OK. Merci beaucoup, Justine et Romain, d'avoir conduit jusqu'ici depuis Beaulion, parce que ce n'est quand même pas tout à fait à côté de Bordeaux, on tient à le dire. Il y a un peu de route depuis le Pays Basque. J'ai pris mon petit accent du Pays Basque. Mais merci infiniment d'être venu raconter votre aventure. Et puis, on espère que ça va planter des graines, comme tu disais, et que vous pouvez vous accrocher sur ce livre, Une famille en chemin, pour comprendre aussi votre périple. Revoir votre géographie française, particulièrement la mienne, elle était mauvaise. Le nord de la France était plus dur pour moi. Et puis peut-être qu'un jour vous ferez dans le sens, non ? Partir, pourquoi pas ? Partir du haut de vers la Manche. Oui, et puis en plus, moi je suis bretonne, Romain est d'Avignon. Voilà. Ça ferait une nouvelle diagonale. Voilà, on aime bien les diagonales. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez plein de livres à écrire. Oui. Merci à vous. Merci Clémentine. Merci Clémentine. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.